Depuis la sortie de ChatGPT, on parle beaucoup de prompt engineering. Et c'est un terme qui peut faire peur parce que ça donne l'impression que pour utiliser ChatGPT, ça demande des compétences en ingénierie, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans cette vidéo, je vais montrer 3 manières d'approcher les conversations, les échanges avec les outils comme ChatGPT, Claude, Mistral et compagnie, et les avantages, les inconvénients de chaque et quand les utiliser. Et comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, je t'encourage à appuyer sur like, à t'abonner pour faire savoir à YouTube qu'on doit pousser ça un petit peu plus haut dans les rangs. Le prompt engineering ou l'ingénierie de prompt ou l'ingénierie de requête ou encore la rédactique, c'est la méthode qu'on utilise pour parler à des outils comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Et lorsque ces outils-là ont commencé à être populaires, il fallait vraiment avoir une approche très spécifique pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Mais avec le temps, ces outils se sont beaucoup améliorés. Ils sont devenus meilleurs à comprendre ce que l'on veut, qui veut dire que les règles pour parler et avoir d'excellents résultats ont changé. Et ce que je veux présenter, c'est 3 façons différentes de parler ou d'envoyer des requêtes à des modèles de langage comme ChatGPT et compagnie. Et je vais sûrement dire ChatGPT plus souvent que les autres parce que c'est quand même le plus connu et même moi, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Mais sachez que ce que je dis, c'est assez général pour s'appliquer à n'importe quel modèle de langage ou ce qu'on appelle un LLM en anglais. Et la première méthode, la première façon de converser avec un outil, c'est ça, c'est d'avoir une conversation. Donc, du chain of thought, donc de la chaîne de réflexion, du promptage par chaîne de réflexion. Comment ça fonctionne? C'est simple. Il faut avoir un but, de dire à ChatGPT ce qu'on veut qu'il fasse, quel but il veut atteindre, et on commence à poser des questions. On lui pose des questions et il va répondre. Un petit peu comme si on parlait à un ami. Donc, lorsqu'on parle à un ami et qu'on lui demande son avis, on lui demande son aide, au lieu de lui dire quoi faire, comment et lui dicter comment agir, ben, on lui pose une question, lui répond, on pose, on répond et on a une conversation. Ben, on peut faire la même chose avec ChatGPT. L'essentiel, c'est que il y a 3 éléments lorsqu'on veut avoir ce genre de conversation qui aident à avoir des meilleurs résultats. Et on va voir que ces 3 éléments, en fait, se retrouvent dans toutes les façons d'envoyer des requêtes à un modèle de langage. Le premier, c'est de lui attribuer un rôle. Le rôle, c'est pour lui dire comment on veut qu'il réponde. Lorsqu'on lui parle, est-ce qu'on veut parler à un médecin? Est-ce qu'on veut parler à un spécialiste en marketing? Est-ce qu'on veut parler à un psychologue d'enfants? Dépendant de l'approche qu'on prend avec et la façon dont on va avoir les conversations va changer, le résultat va changer. Donc, le rôle, c'est vraiment dans à peu près toutes les façons de prompter, on recommande d'assigner un rôle au modèle, à l'outil. Le deuxième, c'est l'objectif. Où est-ce qu'on veut qu'il se rende? Il faut le lui dire. Et après ça, le troisième, c'est le contexte. Donc, toute l'information autour de ce qu'on veut que l'outil fasse pour qu'il soit capable de donner la réponse qu'on veut ou au moins notre résultat. Et on peut donner plus ou moins de contexte, donc plus ou moins d'informations pour aider à la réponse. Et en général, plus on en donne, mieux c'est. Sauf si le but, c'est d'avoir des idées complètement nouvelles. Si on veut des idées complètement nouvelles, si on lui donne moins de contexte, mais là, il va aller dans n'importe quelle direction. Et lorsqu'il va dans n'importe quelle direction, mais il va peut-être trouver des solutions inusitées, inhabituelles à notre problème, auxquelles on n'aurait pas pensé si on s'en tient à une façon de procéder. Donc, lorsqu'on a ce genre de conversation, donc le promptage par chaîne de réflexion, c'est vraiment, on lui donne le rôle, l'objectif, le contexte, les informations qu'on veut, et on lui pose des questions. Et ce qui aide beaucoup, c'est de lui dire, pose-moi des questions également pour avoir plus d'informations. Et quand on fait ça, ben, on a une conversation
on donne un petit peu plus d'informations, l'outil va nous donner des réponses, etc. Une des façons que moi j'utilise cette approche, c'est quand j'ai besoin de pratiquer une conversation avec laquelle je suis plus ou moins à l'aise. Par exemple, récemment, j'ai eu une conversation plus ou moins intéressante avec un client et fallait que je me reprenne. Et donc, il fallait que je rappelle le client, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais dire, comment je voulais approcher. J'ai pris ChatGPT, le mode vocal, je lui ai expliqué ce que je voulais et je lui ai dit, ben là, on va entamer une discussion. Toi, tu vas jouer le rôle du client. Moi, je vais jouer mon rôle. Tu me poses la question. Voici comment je veux que tu agisses. Et comme ça, ben, j'ai pu pratiquer ça pendant une demi-heure environ. Et lorsque j'ai pris le téléphone pour parler à la vraie personne, ben, la conversation s'est passée beaucoup mieux que si j'avais fait la conversation à froid, parce que j'ai eu la chance d'avoir une conversation, un échange avec ChatGPT pour avoir le résultat que je voulais. Et mon résultat, c'était d'avoir une bonne conversation, une bonne entente avec le client après. Donc, ça, c'est une première façon, c'est d'avoir une idée de là où on veut aller, mais on ne lui donne pas trop d'informations, on ne donne pas trop d'informations à l'outil pour que l'outil prenne des décisions et nous guide. Et dans l'échange, on peut guider d'un côté ou d'un autre vers le résultat que l'on veut. Le deuxième mode, c'est le mode qui est le plus souvent associé à l'ingénierie de requête, c'est-à-dire on prend un framework, donc un cadre de travail, et on donne toutes les instructions à l'outil pour qu'il nous donne les réponses qu'on veut. Et c'est une méthode que j'utilise régulièrement et d'ailleurs, c'est une que j'enseigne beaucoup parce que c'est souvent ce genre d'approche qui permet d'automatiser. C'est que on réfléchit aux différentes étapes, aux différentes choses qu'on veut que l'outil fasse et après ça, on l'améliore, et à un moment donné, ça devient assez bon qu'on peut le mettre dans un flux de travail et ça devient automatisé. Et par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est fournir un peu d'informations et après ça, l'outil fait le travail comme on veut qu'il le fasse et c'est tout le temps un travail similaire. La méthode que moi je propose, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Rock Pavé et je mettrai un lien vers une explication quelque part dans les commentaires. Et qu'est-ce que ça donne? Mais les trois premiers ROC, c'est le rôle, l'objectif, le contexte. Donc, la même chose qu'il y avait dans la première version. Là où ça change, c'est dans les quatre suivants. Le P, c'est pour la procédure. Là, on donne les instructions à l'outil pour lui dire, voici ce que je veux que tu fasses. Étape 1, fais ça. Étape 2, fais ça. Étape 3, fais ça. Ensuite, A, c'est pour l'affichage. Donc, comment je veux que ça soit présenté? Est-ce que c'est une liste? Est-ce que c'est un tableau? Quel type de langage que je veux? Est-ce que c'est un langage plus familier, plus formel, surtout pour l'écriture du texte? Ça peut être aussi, je veux que l'affichage se fait ou la création se fasse pour un type de personnalité spécifique. Donc, toutes les informations sur la forme qu'on veut que le contenu ait à la sortie. Après ça, le V, c'est pour une vérification. Donc, ça revient souvent à nous, à l'être humain, de vérifier le résultat pour voir est-ce que ça fonctionne ou non, est-ce que ça fait ce qu'on veut ou non. Et E pour élaboration, parce que en général, lorsqu'on fait ce genre de requête, il faut quand même prendre le temps de réfléchir, de voir, de structurer la requête et de l'essayer. Et si ça fonctionne bien, ça va, mais en général, ça ne va pas donner les résultats qu'on veut dès le début. Il va y avoir des améliorations à faire et ça, c'est le E pour l'élaboration. Donc, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Qu'est-ce qu'on doit enlever? S'il ne fonctionne pas comme on veut, qu'est-ce qu'on doit ajuster dans la requête pour qu'il le fasse de la bonne façon par la suite? Et une fois que la requête fonctionne bien, là, on peut le mettre dans un outil automatisé ou semi-automatisé. Donc, si on utilise quelque chose comme Make, Zapier,
on peut prendre la requête, la mettre directement dans le scénario, dans le flux de travail de ces outils-là, et la requête va être exécutée sur ChatGPT, en général par le biais d'une API. Donc, une API, comme un pont entre l'outil d'automatisation et ChatGPT. Et il va donner la réponse, donc intégrer l'IA dans l'automatisation. L'autre approche, c'est l'utilisation dans un écosystème d'un outil qui permet d'intégrer cette requête pour la réutiliser. Dans ChatGPT, ce sont les GPT personnalisés. Dans d'autres systèmes, comme dans Gemini, on peut créer des gems et d'autres systèmes, d'autres modèles permettent de faire ce genre de travail. Donc, on prend une requête qu'on a peaufinée, on la met et puis on la réutilise juste en changeant quelques paramètres et ça donne des résultats un peu différents. Donc ça, c'est la deuxième approche, c'est d'avoir un cadre de travail et de l'utiliser. Il y en a plusieurs. RockPavé, c'est la mienne, c'est celle que j'utilise. Il y a Craft, il y a Star, il y a Rhodes, RODES. Donc, il y en a plusieurs. Et pour savoir lesquels existent, pourquoi pas demander à ChatGPT de faire une recherche et d'aller chercher les différents cadres qui existent. Et la troisième, c'est un petit peu entre les deux. La troisième, c'est que on donne un minimum d'informations pour laisser toute la latitude à l'outil pour prendre des décisions. Et il y a une version un petit peu plus cannée, dans un carcan, et il y a la version qui est complètement ouverte. Et dans le cas de la version qui est un petit peu dans un carcan, moi, je mets les modèles comme O1, O3, DeepSeek R1, Sonnet 3.7 de Claude fait ça aussi. Donc, ce sont des modèles avec raisonnement. Et avec les modèles à raisonnement, il faut faire attention à ne pas donner trop d'informations, à ne pas l'empêcher de faire son travail. Parce que ce que les modèles avec raisonnement comme O1, O3, R1, Sonnet 3.7 et l'outil il y en a un de Google aussi, puis le nom m'échappe. C'est Flash Thinking. Bon, en tout cas, peu importe. Gemini en a un également. Ce que ces modèles-là font, c'est qu'ils font l'espèce de discours qu'on parlait de la première requête, mais ils le font avec eux-mêmes. Donc, on lui pose une question et c'est là où on voit un peu quand il dit « OK, la personne a demandé tel résultat, donc qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois comprendre ce qu'il veut. Laisse-moi essayer telle approche. Laisse-moi reviser le résultat que ma première approche a donné. Est-ce que c'est bon? Oui, non, peut-être. Oh, je vais essayer une deuxième, je vais essayer une troisième. » Donc, ça simule ce qu'un être humain ferait lorsqu'on travaille sur un problème plus complexe où on n'a pas vraiment la réponse. C'est pas une réponse qui nous vient comme ça, qu'il faut réfléchir, il faut faire des recherches pour trouver le résultat. Mais les modèles comme O1, O3, O3 mini, DeepSeek R1, c'est ce qu'ils font. On leur donne peu d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne? Le rôle, c'est quand même important. L'objectif aussi, c'est important. Et le contexte, donc, des informations par rapport à ce qu'on veut qu'il fasse si on l'a déjà. Par exemple, si tu as un enfant qui a un problème de santé, mais tu peux lui donner, et là, je ne dis pas qu'il faut utiliser ChatGPT ou les outils comme médecin. C'est un exemple. Alors, tu peux prendre et donner les symptômes de ton enfant et lui demander, mais qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Et lui, au lieu de donner une réponse en 5 secondes sans évaluer ce qu'il dit, il va en générer plusieurs, évaluer toutes ses réponses et basé sur un algorithme quelconque, il va décider, voici la réponse la plus probable. La grosse différence avec ces modèles-là, donc les modèles qui raisonnent, c'est qu'ils ne vont pas dans une seule direction.
un modèle comme 4O, un modèle de base de ChatGPT, de Gemini et compagnie, pour le moment en tout cas, éventuellement ça va changer, mais pour le moment, un modèle de base, tu lui donnes la requête, il se met à répondre, il ne regarde jamais ce qu'il a dit auparavant. Donc, ils sont tellement performants qu'en général, la fin est cohérente avec le début, mais quand on parle d'hallucination, donc quand on parle de réponses qui ne font pas de sens parce que ce sont des informations qui ne sont pas vraies, mais c'est parce que c'est un modèle qui fonctionne sous statistique et statistiquement ou avec les probabilités, il se dit, mais les prochains mots, les prochaines phrases, l'enchaînement de mots et de phrases, ça devrait faire du sens. Mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Par contre, les modèles qui résonnent vont générer une première réponse, analyser la première réponse, en générer une deuxième, analyser. Donc, c'est un petit peu cette danse qui se fait et au lieu de prendre la première réponse et dire c'est la bonne, il va revenir, évaluer et décider si c'est une bonne ou non. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop leur donner de directives, il ne faut pas donner des instructions compliquées comme dans la deuxième version de requête dont je parlais. On n'est pas obligé de lui donner autant d'instructions parce que le modèle sait déjà comment se comporter pour se diriger vers la bonne réponse. Et dans un modèle comme O3 et compagnie, bien, on peut les aider en donnant du contexte pour essayer de peut-être restreindre certaines informations, ou alors on lui donne du contexte pour qu'il soit capable de fouiller dans ce contexte-là pour aller chercher des résultats, surtout lorsqu'on essaye de faire des choses compliquées comme de l'analyse de données, des preuves mathématiques et des choses de ce genre. L'autre façon, et ça je vais montrer ça dans une autre vidéo, c'est les modèles qui commencent à intégrer les aspects d'agents, donc de prendre des décisions seuls dans ce qu'ils font. Et le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est Deep Research. Donc, Deep Research qui existe maintenant dans Google, qui existe dans OpenAI, Perplexity là également. Et qu'est-ce que ces outils-là font? Ben, tu leur donnes une requête, tu leur donnes un minimum d'informations et tu lui dis, va faire des recherches, trouve ce que tu peux et réponds à ma requête. Et au final, ils vont te générer un document de plusieurs milliers de mots qui répondent à la question que tu as posée. Mais tu ne leur dis pas quel site aller vérifier, tu ne lui dis pas quoi vérifier, tu peux lui donner quelques paramètres et lui dire, mais si tu fais une analyse d'action ou de la bourse, tu peux donner des informations sur ce que tu recherches. Est-ce que tu cherches des actions pour des compagnies qui ont des très grosses valeurs, des compagnies qui ont des petites valeurs, des small cap, large cap? Est-ce que tu veux que ça soit sur une bourse particulière? Donc, tu peux donner ce genre d'informations, mais après ça, le reste du travail, c'est l'outil qui va décider seul comment le faire. Et ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en fait, lorsqu'on regarde la progression des types de requêtes ou le type d'ingénierie de requêtes dont je parle, quand on a la conversation, c'est immédiat, la réponse est immédiate. Lorsqu'on fait des requêtes plus longues, la réponse peut prendre plus de temps, mais surtout la création de la requête prend plus de temps. Et lorsqu'on arrive dans le troisième, où il y a du raisonnement ou de la recherche automatisée qui se fait, mais les requêtes peuvent être relativement courtes, mais l'exécution prend beaucoup de temps. Deep Research d'OpenAI peut prendre parfois 15, 20 minutes, 30 minutes avant de donner une solution. Google, l'outil de Google, c'est la même chose. Ça peut prendre 10, 15 minutes avant de sortir une réponse. Et Perplexity, ça peut prendre quelques minutes également. Pourquoi? Parce qu'ils font énormément de travail après. Donc, on a moins besoin de faire du travail en amont et on laisse l'outil faire la majorité du travail. Donc, ça, ce sont les trois types de requêtes ou d'ingénierie de requêtes, si on veut, que l'on peut faire. Alors, au final, qu'est-ce qu'on en dit? Mais la requête par conversation, c'est vraiment une requête
c'est vraiment utile lorsqu'on cherche à faire du brainstorming. On a une idée, on cherche une solution, on ne sait pas trop par où se rendre, on ne sait pas trop vers où on veut aller. Mais avoir un échange, c'est la meilleure approche pour ce genre de situation. La deuxième approche, celle de créer des longues requêtes, elle est surtout bonne lorsqu'on veut automatiser des systèmes, lorsqu'on veut automatiser des tâches, de créer des requêtes qui sont relativement complètes. Ça aide à ce niveau-là. Et la troisième approche, mais c'est pour les réponses complexes, les problèmes complexes ou les problèmes qui demandent énormément de recherche, d'aller fouiller, de faire des sommaires de documents et de sites. À ce moment-là, la troisième approche, donc souvent le deep research ou les modèles qui résonnent, style O1, O3, R1 de DeepSeek et la version résonante de Claude, Sonnet 3.7, mais c'est le meilleur cas d'usage. Alors, j'espère que ces informations t'ont aidé et vont t'aider dans ton travail ou tes interactions avec l'intelligence artificielle. Et pourquoi ne pas laisser des commentaires pour dire comment tu l'utilises, quelle est ton approche préférée. Ça me ferait plaisir de te lire. Et sur ce, je te souhaite un bon moment et on se parle une prochaine fois. Et si tu veux un pro parfait, suis la méthode pavée. Un cadre clair, une belle idée, c'est la clé pour bien le guider. R comme mot qui doit parler, ChatGPT doit s'adapter. Expert, mentor ou professeur, définit son ton et sa saveur. Oh, comme objectif, quel est ton but? Formule bien, soit absolu. Une réponse claire, un texte raffiné, précise bien ce que tu veux trouver. Rock pavé, la méthode assurée, pour un pro bien formulé. Suis les étapes, sois inspiré, et ChatGPT va tout donner. C'est comme compter, faut pas oublier, et détails pour mieux orienter. Format domaine ciblé, chaque élément est annoté. Et comme procédure étape par étape, indique comment il va faire le job. Exemple, style ou un ton marqué, tout pour bien mieux l'aiguiller. A comme affichage, clair et net, bullet point ou loup texte. Dynamique formelle ou animée, le rendu doit être ciblé. Fait comme vérification, relique ta génération. Si ça coche ou manque de clarté, ajuste, c'est ça la qualité. Et comme élaboration, affinons pour plus de précision. Améliore, profile le tout, jusqu'à ce que ça sonne fou. Rock pavé, ça va briller, des plans puissants, bien pensés. Avec cette méthode, c'est validé. ChatGPT